Le silence qui s'abattit sur le grand salon du château de Beaumont, niché dans les collines dorées du Périgord, fut plus brutal qu'un coup de tonnerre. Céleste Moreau, vêtue d'une robe de mariée ivoire ornée de dentelles de Calais qui avait coûté une fortune à sa mère couturière, sentit ses jambes trembler sous le poids de 150 regards rivés sur elle. L'après-midi de juin riait à travers les immenses fenêtres à meneaux, illuminant les fresques du XVIIIe siècle qui ornaient les plafonds voûtés. Les invités, fleurs de la haute société bordelaise et parisienne, retenaient leur souffle dans leurs tenues Chanel et Dior, leurs bijoux scintillants comme des accusations silencieuses. Devant l'hôtel improvisé sous une arche de roses blanches et de pivoine importée de Grasse, Édouard de Valmont, son Édouard, l'homme qu'elle aimait depuis 3 ans, celui qui lui avait promis l'éternité lors d'un pique-nique romantique sur les quais de la Garonne, la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était même pas de la pitié. C'était du dégoût pur, froid, aristocratique. « Je ne peux pas », murmura-t-il d'abord, si doucement que seul le prêtre l'entendit. Puis, plus fort, sa voix résonnant contre les murs de pierre ancestraux, « Je ne peux pas épouser, ça. » Le mot, ça, tomba comme un couperet. Regardez-la. Elle est bien trop lourde, bien trop, encombrante pour porter le nom de Valmont. Ma famille mérite mieux. Je mérite mieux. Comment ai-je pu être aussi aveugle ? Céleste sentit son cœur se fissurer comme le cristal de baccarat. Les murmures commencèrent immédiatement, un bruissement cruel qui enfla comme une marée. Pauvre fille, comment a-t-il pu s'adesser si longtemps ? Regardez comme la robe tire sur les coutures, c'est une honte pour une mariée. Sa mère, Geneviève, assise au premier rang dans son tailleur modeste mais impeccable qu'elle avait confectionné elle-même, étouffa un sanglot derrière sa main gantée. Son père, Jean-Claude, ancien ouvrier viticole devenu contremaître, serra les poings, les jointures blanchies, les larmes de rage brillant dans ses yeux fatigués. La cousine d'Édouard, Amélie de Rochefort, cette créature longiligne et venimeuse venue du 16e arrondissement parisien, ne put retenir un ricanement élégant derrière son éventail Hermès. Je lui avais dit, siffla-t-elle assez fort pour être entendue, qu'un de Valmont ne pouvait pas s'encanailler avec une fille de la classe ouvrière qui se laisse aller ainsi. C'est contre nature. Édouard fit un pas en arrière, puis un autre, comme si la simple proximité de Céleste le contaminait. Ses yeux bleus, ces yeux qu'elle avait tant aimés, dans lesquels elle s'était noyée lors de leur promenade dans le jardin public de Bordeaux, étaient maintenant 2 éclats de glace. Je ne peux pas gâcher l'avenir de ma lignée pour une femme qui n'a même pas la décence de contrôler son apparence. Le mariage est annulé. Que quelqu'un la sorte d'ici. Céleste voulut parler, crier, se défendre, mais sa gorge était nouée par l'humiliation. Les larmes brûlantes coulèrent librement sur ses joues rondes, ruinant le maquillage que sa meilleure amie Sophie avait appliqué avec tant de soin ce matin-là dans la chambre d'hôtel du centre-ville. Le bouquet de lys blanc et de lavande tomba de ses mains tremblantes, s'écrasant sur le parquet ciré avec un bruit sourd qui résonna comme le glas de tous ses rêves. Elle se retourna, le voile traînant derrière elle comme un linceul, et s'enfuit du château sous les regards impitoyables, les rires étouffés et les commentaires acerbes. Dehors, sous le ciel d'un bleu insultant, les vignobles s'étendaient à perte de vue, indifférents à sa douleur. Céleste s'effondra près de la fontaine baroque qui ornait la cour d'honneur, son corps secoué de sanglots incontrôlables. La femme qui avait cru au conte de fées venait de vivre le pire cauchemar de sa vie, devant 150 témoins qui ne l'oublieraient jamais, ni elle, ni sa honte. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, il faut remonter 3 années en arrière, quand Céleste Moreau n'était qu'une jeune femme de 24 ans travaillant comme assistante administrative dans une petite maison d'édition du quartier Saint-Michel à Bordeaux. Elle habitait un appartement modeste au 3e étage sans ascenseur d'un immeuble haussmannien fatigué, rue Sainte-Catherine, avec vue sur les toits d'ardoise et les cheminées qui fumaient durant l'hiver aquitain. Ses parents, Geneviève et Jean-Claude, vivaient dans une maison ouvrière à Lormont, de l'autre côté de la Garonne, où l'odeur des raffineries industrielles se mêlait parfois à celle des pins maritimes. Céleste avait toujours eu des formes généreuses. Enfant, elle était potelée, mignonne, bien en chair, tous ces euphémismes que les adultes utilisent avant que la cruauté adolescente ne remplace la bienveillance conditionnelle. Au collège Victor Hugo, puis au lycée Camille Julien, elle avait enduré les moqueries, la baleine, gros tas, mademoiselle Michelin. Les cours d'éducation physique étaient un supplice où elle arrivait toujours dernière, le visage cramoisi, le souffle court, sous les regards méprisants de professeurs qui ne cachaient pas leur exaspération. Mais Céleste possédait quelque chose que la cruauté ne pouvait effacer, une intelligence vive,
un cœur généreux et une passion dévorante pour la littérature française. Elle s'était noyée dans Malzac, Flaubert, Colette, trouvant dans les pages jaunies de vieux livres chinés aux puces de Saint-Michel un refuge contre un monde qui la jugeait d'abord sur son corps. Elle rêvait d'écrire, de créer, de laisser une trace qui transcenderait son enveloppe charnelle. Quand elle rencontra Édouard de Valmont lors d'un vernissage au SAPC Musée d'Art Contemporain en septembre, elle n'aurait jamais imaginé qu'un homme comme lui, grand, élégant, issu d'une famille de viticulteurs prestigieux dont le nom ornait les meilleures caves de Bordeaux et de Paris, puisse s'intéresser à elle. Pourtant, il l'avait abordée devant une installation de Sofical, avait commenté intelligemment l'œuvre, puis lui avait demandé son avis avec un sourire qui faisait battre son cœur comme un tambour affolé. « Vous avez une âme de poète », lui avait-il dit ce soir-là, sur la terrasse dominant les quais éclairés. « Ça se voit dans vos yeux. Les gens superficiels ne comprennent jamais l'art comme vous le faites. » Ces mots avaient été du miel sur les blessures de Céleste. Enfin, quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était à l'intérieur. Les mois qui suivirent furent magiques. Édouard l'emmenait dans les meilleurs restaurants, la Tupina, le pressoir d'argent, le Chapon fin, où les serveurs en nœud papillon la regardaient avec une surprise à peine dissimulée quand ils les voyaient ensemble. Il l'emmenait au Grand Théâtre assister à des représentations de Puccini et de Verdi. Il passait des week-ends dans la propriété familiale du Médoc, où les rangées infinies de vignes s'étendaient comme des cathédrales vertes sous le soleil. Mais il y avait des signes. Des petits commentaires, innocents en apparence. « Tu devrais peut-être prendre la salade plutôt que les ravioles. Ma mère adore les femmes qui font attention à leurs lignes. Ce serait bien si tu venais courir avec moi le dimanche matin. » Céleste les ignorait, se disant qu'il se souciait simplement de sa santé. Elle essayait, Dieu sait qu'elle essayait. Elle s'inscrivit à une salle de sport près de la place de la Victoire, où les miroirs lui renvoyaient une image qu'elle détestait chaque jour davantage. Elle tenta des régimes, le régime du camp, le jeûne intermittent, les sachets protéinés que sa mère lui achetait au prix fort. Mais son corps résistait, sculpté par la génétique et le métabolisme qu'aucune volonté ne semblait capable de vaincre complètement. La société française, particulièrement dans les milieux bourgeois et aristocratiques, n'a aucune pitié pour celles qui ne correspondent pas à l'idéal de minceur élégante. Dans les dîners chez les amis d'Édouard, des appartements immenses du quartier des Chartrons avec moulures dorées et parquet Versailles, Céleste sentait les regards glisser sur elle avec un mélange de pitié et de condescendance. Les femmes, sveltes dans leurs robes azédine Alaya et leurs escarpins Christian Louboutin, sirotaient du champagne Laurent Perrier en échangeant des sourires complices. Comment Édouard peut-il ? Entendait-elle en fragments de conversation feutrée. Sa belle-mère potentielle, Mathilde Valmont, une femme austère qui ressemblait à un portrait de Franz Hals avec son chignon serré et ses perles parfaites, ne cachait pas son désappointement. Édouard aurait pu choisir Constance de Beaulieu, ou même Isabelle Montfort, avait-elle dit un jour lors d'un déjeuner glacial dans leur hôtel particulier du cours de l'intendance. Des filles de bonne famille, qui savent se tenir. Le sous-entendu était clair, Céleste ne savait pas se tenir. Pourtant, Céleste avait continué d'aimer. Elle avait cru que l'amour transcendait l'apparence. Elle avait cru aux promesses d'Édouard, à ses déclarations tardives après une bouteille de Château Margaux, à ses désétationner dans l'obscurité complice de sa chambre. Elle avait cru, naïvement, pathétiquement, qu'elle était l'exception qui confirmerait la règle. Le jour où il lui demanda sa main, lors d'un coucher de soleil sur la dune du Pilat, avec l'Atlantique rugissant en contrebas et les pins exhalant leur parfum résineux, elle pleura de joie. Enfin, la validation ultime. Enfin, la preuve que son corps n'était pas un obstacle insurmontable à l'amour et au bonheur. Comme elle s'était trompée point les mois précédant le mariage transformèrent le conte de fées en cauchemar éveillé. Céleste, dans son innocence, n'avait pas compris que les fiançailles dans la haute société bordelaise n'étaient pas une promesse d'amour mais un contrat social qui pouvait être rompu si l'une des parties ne remplissait pas ses obligations tacites. Et l'obligation principale pour une future épouse de Valmont était d'être un ornement irréprochable. Tout commença lors du dîner de fiançailles officiel organisé par Mathilde de Valmont dans leur demeure néoclassique du cours Xavier Arnozan, près du jardin public. Cent invités triés sur le volet, banquiers, négociants en vin, avocats d'affaires, héritiers de châteaux médocains, se pressaient dans les salons au plafond de 4 mètres ornés de lustres en cristal de Bohême. Céleste portait une robe bleu marine que sa mère avait confectionnée avec amour, mais qui, elle s'en rendit compte immédiatement, détonnait affreusement parmi les créations Lanvin et Givenchy qui virevoltaient autour d'elle. Amélie de Rochefort, la cousine darisienne d'Édouard, cette vipère blonde aux pommettes saillantes et aux jambes interminables qui incarnait tout ce que Céleste n'était pas,
la prit à part près du buffet somptueux où s'alignaient huîtres de Marraine, foie gras du Périgord et macarons la durée. Ma chère, ronronna-t-elle avec un sourire de prédateur, je dois te dire, tu es courageuse. Moi, à ta place, je n'aurais jamais osé me montrer dans cette tenue. Elle te fait paraître encore plus volumineuse. Mais bon, je suppose que les gens de ton milieu n'ont pas notre éducation esthétique. Céleste, le visage brûlant, balbutia une excuse et s'enfuit vers les toilettes en marbre où elle pleura silencieusement, les mains tremblantes, pendant 20 minutes. Quand elle revint, elle surprit un groupe de femmes près de la cheminée Renaissance, dont la propre mère d'Édouard, qui discutait à voix basse. Elle est gentille, certes, mais vraiment, Édouard aurait pu faire tellement mieux. Elle va nous faire honte lors des réceptions. Imagine-la aux vendanges, aux dégustations professionnelles, au salon Vinexpo. Elle ne rentre dans aucun code. Les semaines suivantes furent une litanie d'humiliations méthodiques. Mathilde de Valmont insista pour l'accompagner choisir sa robe de mariée chez une boutique chic de la rue Vital-Carle. La vendeuse, une femme squelettique au brushing parfait, fit la moue en prenant ses mesures. « Nous n'avons pas vraiment de modèle dans ces tailles », dit-elle avec un sourire pincé. « Il faudra faire du sur-mesure, ce qui coûtera naturellement beaucoup plus cher. » Mathilde soupira bruyamment. « Édouard paiera, bien sûr. Mais vraiment, ma petite, tu pourrais faire un effort. Il reste 3 mois. Tu pourrais perdre 15 kilos si tu t'y mettais sérieusement. » Céleste essaya. Dieu, comme elle essaya. Elle réduisit ses repas à presque rien, des soupes claires, des salades sans vinaigrette, du poisson grillé. Elle courait chaque matin le long des quais, même sous la pluie hivernale qui fouettait la Garonne, jusqu'à ce que ses genoux la fassent souffrir atrocement. Elle consulta un nutritionniste sur les allées de Tourny qui lui donna un régime draconien à 1000 calories par jour. Elle perdit 7 kilos, puis 8, mais son corps, ce corps qui la trahissait depuis toujours, restait stubbornely rebelle à la transformation radicale qu'on exigeait d'elle. Édouard, entre-temps, devenait distant. Il annulait leurs rendez-vous, prétextant des obligations au domaine viticole ou des réunions d'affaires à Paris. Quand ils se voyaient, il la regardait avec une frustration croissante. « Tu ne prends pas ça au sérieux ?» l'accusa-t-il un soir dans sa voiture, après un dîner où elle avait osé prendre un dessert. « Mon mariage est l'événement social de l'année à Bordeaux. Ma mère connaît tout le monde. Les gens vont parler. Ils parlent déjà. » Les gens ou toi, avait-elle osé demander, la voix tremblante. La gifle verbale qui suivit fut pire qu'une claque physique, les deux. Et je ne peux pas leur donner tort. Le coup de grâce avant le mariage survint lors d'une garden party organisée dans le parc du château Pape Clément à Pessac, 2 semaines avant la cérémonie. C'était un événement traditionnel où les futurs mariés étaient présentés à l'élite viticole bordelaise. Céleste, dans une robe d'été blanche que Sophie avait jugée ravissante, se sentait presque confiante en arrivant sous les platanes centenaires, le soleil filtrant à travers les feuilles en motif d'encens. Mais les conversations s'arrêtèrent sur son passage. Elle entendit, elle n'était pas censée entendre, mais elle entendit, la tante d'Édouard, Hortense de Valmont, dire à un groupe près du buffet de champagne, « C'est une catastrophe. Cette fille va ruiner la réputation des Valmont. Elle n'a ni la classe, ni la silhouette, ni l'éducation nécessaire. Édouard est sous son charme maintenant, mais attend qu'il se réveille. Il annulera tout. » « Espérons-le, » répondit quelqu'un. « Avant qu'il ne soit trop tard. » Céleste s'était enfuie encore une fois, c'était devenu une habitude, fuir, se cacher, pleurer dans les coins sombres pendant que les autres riaient et trinquaient à leur avenir. Elle se retrouva dans la chapelle du domaine, une petite construction romane silencieuse et fraîche, où elle pria un Dieu auquel elle ne croyait plus vraiment, « Faites que ça cesse. Faites qu'il m'aime malgré tout. Faites que je sois assez. » Mais elle ne fut jamais assez. Et le jour du mariage, dans ce château du Périgord sous le ciel indifférent de juin, Édouard de Valmont prouva à quel point elle ne le serait jamais. 6 mois après l'humiliation publique qui avait détruit sa vie, Céleste Moreau vivait dans une sorte de brouillard gris. Elle avait démissionné de la maison d'édition, impossible de supporter les regards de pitié de ses collègues qui avaient tous entendu parler du scandale. L'histoire avait fait le tour de Bordeaux avec une vitesse virale, la grosse qui s'est fait larguer à l'hôtel Arin de Valmont. Elle était devenue une légende urbaine, un conte moral sur l'arrogance des roturières qui osent lever les yeux vers l'aristocratie. Elle avait déménagé chez ses parents à Lormont, retournant à la chambre d'enfant qu'elle avait quittée des années auparavant. Geneviève et Jean-Claude,
brisées de voir leur fille sombrer dans une dépression profonde, ne savaient plus quoi faire. Céleste passait ses journées au lit, les volets fermés, refusant de manger, de sortir, de vivre. Sophie venait la voir chaque semaine avec des croissants de la boulangerie du coin et des tentatives désespérées de la faire rire, mais rien ne fonctionnait. « Il a gagné », murmurait Céleste dans l'obscurité. « Il m'a détruite, et il a gagné. » Mais le destin, ce dramaturge ironique, préparait un retournement que personne n'aurait pu prévoir. En janvier, 7 mois après le désastre du mariage, une lettre arriva. Une enveloppe crème épaisse, avec le cachet d'une étude notariale prestigieuse de Lyon, Maître Beaufort et associé. Geneviève la monta à la chambre de Céleste avec des mains tremblantes. « Ma chérie, dit-elle doucement, il y a du courrier pour toi. Ça a l'air important. » Céleste, dans un état semi-comatose émotionnel, ouvrit l'enveloppe avec indifférence. À quoi bon? Plus rien n'avait d'importance. Mais en lisant les premiers mots, son cœur, ce cœur brisé qu'elle croyait incapable de battre à nouveau, se mit à tambouriner violemment. Chère mademoiselle Moreau, nous avons le regret de vous informer du décès de madame Marguerite Beaumont, née Thibault, survenu le 3 décembre dernier dans sa propriété de Saint-Émilion. Marguerite Beaumont. Le nom résonna dans l'esprit de Céleste comme un écho lointain. Sa grand-tante, la sœur de sa grand-mère paternelle, une femme mystérieuse dont on parlait rarement dans la famille. Céleste se souvenait vaguement de l'avoir rencontrée une fois, enfant, lors d'un Noël à Libourne. Une vieille dame élégante aux yeux perçants, qui l'avait observée avec une intensité troublante et lui avait dit « Tu as l'intelligence dans le regard, petite. N'oublie jamais que l'intelligence vaut plus que tout. » La lettre continuait « Conformément aux dispositions testamentaires de madame Beaumont, vous êtes désignée comme unique héritière de l'intégralité de ses biens, comprenant la propriété viticole Château Beaumont à Saint-Émilion, 15 hectares de vignes, une demeure du XVIIIe siècle classée monument historique, un portefeuille d'actions et obligations d'une valeur estimée à 8,7 millions d'euros, un appartement de 280 mètres carrés avenue Foch à Paris, 16e arrondissement, ainsi que divers comptes bancaires, œuvres d'art et bijoux. La valeur totale de la succession est estimée à environ 24 millions d'euros. Céleste laissa tomber la lettre. Ses mains tremblaient si violemment qu'elle ne pouvait plus tenir le papier. 24 millions d'euros. Un château viticole à Saint-Émilion, l'une des appellations les plus prestigieuses au monde. Un appartement avenue Foch, l'adresse la plus chère de Paris. « Maman », appela-t-elle d'une voix étranglée. « Maman, viens voir ça. » Ce qui suivit fut un tourbillon kafkaïen de démarches administratives, de rencontres avec Maître Beaufort, un homme distingué aux tempes grises qui traita Céleste avec un respect qu'elle n'avait jamais connu, de signatures, de visites chez des conseillers financiers et des gestionnaires de patrimoine. La petite fille de Lormont, la grosse, humiliée par un aristocrate de pacotille, était maintenant l'une des femmes les plus riches du sud-ouest de la France. Mais Céleste ne voulait pas simplement de l'argent. Elle voulait se reconstruire. Elle voulait devenir quelqu'un que même Édouard de Valmont serait forcé de respecter, non, plus que ça, quelqu'un qu'il regretterait amèrement d'avoir rejeté. En février, elle s'installa au château Beaumont. La propriété était magnifique, une bâtisse de pierre blonde au volet bleu pastel, entourée de rangées géométriques de vignes qui ondulaient jusqu'à l'horizon. Les caves voûtées sentaient le chêne et le raisin fermenté. Le personnel, un maître de chai, 3 vignerons, une gouvernante, l'accueillit avec une déférence qui la déstabilisa d'abord, puis qu'elle apprit à accepter avec grâce. Elle engagea les meilleurs, un personnel traîné qui venait de Toulouse 3 fois par semaine, une nutritionniste spécialisée qui créa un programme adapté et sain, pas un régime punitif, mais une rééducation alimentaire respectueuse. Elle consulta un psychologue à Bordeaux qui l'aida à reconstruire son estime de soi, pierre par pierre. Mais surtout, Céleste se découvrit une passion pour la viticulture. Elle passa des heures avec Bertrand, le vieux maître de chai qui travaillait pour les Beaumont depuis 40 ans, à apprendre les secrets de la vinification, les assemblages, les terroirs, la patience infinie que demandait la création d'un grand vin. Elle étudia l'énologie avec une ferveur de néophyte, dévorant des livres techniques, visitant d'autres domaines, participant à des dégustations professionnelles. Le château Beaumont produisait un Saint-Émilion Grand Cru classé, mais la production avait décliné sous la gestion absente de Marguerite vieillissante. Céleste investit massivement, nouveaux tonneaux, modernisation du cuvier, embauche d'un énologue consultant réputé. Elle voulait que le millésime suivant soit exceptionnel, un vin qui forcerait le respect du monde viticole bordelais, ce monde qu'il avait méprisé.
Et pendant ce temps, imperceptiblement mais inexorablement, son corps changeait. Radicalement, elle ne devint jamais une sylphide arisienne, et elle ne le voulait pas. Mais l'exercice régulier, la nourriture saine, le sommeil réparateur dans les draps de lin du château, et surtout le bien-être psychologique transformèrent sa silhouette. Elle perdit du poids, certes, mais gagna surtout une présence, une assurance, une lumière intérieure qui rayonnait dans ses yeux noisettes. En juillet, elle fit sa première apparition publique lors d'une dégustation professionnelle au Palais de la Bourse à Bordeaux. Vêtue d'une robe fourreau bordeaux signée d'une créatrice émergente de Lyon, les cheveux coiffés par un styliste professionnel en un chignon sophistiqué, elle entra dans la salle avec la tête haute. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est elle ? Mon Dieu, elle a changé. C'est la nouvelle propriétaire de Château Beaumont. On dit que son vin est remarquable cette année. Céleste sourit, un sourire calme, assuré, celui d'une femme qui sait exactement qui elle est et ce qu'elle vaut. Elle présenta son millésime, parla avec éloquence des notes de fruits noirs, de la structure tannique, de la minéralité du terroir calcaire. Les professionnels l'écoutèrent, d'abord sceptiques, puis attentifs, puis franchement impressionnés. Et dans un coin de la salle, près d'une table de dégustation, Édouard de Valmont la regardait, le verre figé à mi-chemin de ses lèvres, le visage blême comme s'il venait de voir un fantôme. L'affrontement final eut lieu en septembre, lors du Salon Vinexpo, le plus grand événement professionnel du vin au monde, qui se tenait au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Pendant 5 jours, vignerons, négociants, importateurs et critiques du monde entier convergeaient vers Bordeaux pour goûter, négocier et célébrer le nectar français. Céleste avait réservé un stand prestigieux pour Château Beaumont, non pas dans les allées secondaires, mais dans la section réservée aux grands crus classés, juste à côté des géants comme Château Pétrus et Château Cheval Blanc. L'investissement était colossal, mais elle pouvait se le permettre. Et elle voulait faire une déclaration. Le stand était un chef-d'œuvre de design moderne, bois blond, éclairage doux, présentoir élégant où les bouteilles de Château Beaumont, étiquettes redessinées par un graphiste parisien primé, brillaient comme des joyaux rubis. Céleste, vêtue d'un tailleur pantalon crème de la créatrice Jacquemus et de talons Louboutin, oui, elle pouvait maintenant s'offrir de vrais Louboutins, accueillait les visiteurs avec une grâce naturelle qui forçait l'admiration. Les critiques vinrent. Jancy Robinson, la papesse britannique du vin, goûta le millésime et hocha la tête avec approbation. James Suckling, l'américain influ, nota le vin 94% dans son carnet, un score remarquable qui garantissait des ventes internationales. Les importateurs japonais, chinois, américains se pressaient au stand, carnet de commandes en main. Mais le vrai moment arriva le 3e jour, en fin d'après-midi, quand Édouard de Valmont, accompagné de sa mère Mathilde et de son oncle Bertrand, le directeur commercial du domaine de Valmont, passa devant le stand de Céleste. Il s'arrêta net, le teint cireux, comme frappé par la foudre. Céleste le vit. Oh, elle l'avait vu arriver de loin. Et elle avait préparé ce moment pendant des mois, l'avait répété dans son esprit comme une actrice avant la première. Elle se tourna vers lui avec un sourire poli, professionnel, celui qu'on réserve à un client potentiel qu'on ne connaît pas particulièrement. « Bonjour, monsieur de Valmont », dit-elle d'une voix claire qui portait juste assez pour être entendue par les stands voisins. « Bienvenue au stand de Château Beaumont. Souhaitez-vous déguster notre grand cru classé ? Le millésime 2023 a reçu d'excellentes critiques. » Édouard ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau comme un poisson hors de l'eau. Mathilde, à côté de lui, était devenue couleur cendre. L'oncle Bertrand, qui ne reconnaissait pas Céleste, dit jovialem ENT, avec plaisir, mademoiselle. On entend beaucoup parler de Château Beaumont cette année. C'est une belle renaissance pour ce domaine. En effet, répondit Céleste en versant 3 verres avec des gestes précis de professionnel. Le domaine appartenait à ma grand-tante Marguerite Beaumont. J'ai hérité de la propriété l'année dernière et j'ai décidé de lui redonner le lustre qu'elle méritait. La qualité ne ment jamais, n'est-ce pas ? Elle tendit un verre à Édouard. Leurs doigts se frôlèrent brièvement. Les mains d'Édouard tremblaient. Il but une gorgée, mécaniquement, les yeux rivés sur Céleste comme s'il tentait de réconcilier l'image devant lui avec celle de la femme en robe de mariée qu'il avait humiliée 15 mois auparavant. C'est excellent, dégaya-t-il. Vraiment remarquable. Céleste, je veux dire, mademoiselle Moreau, je ne savais pas que je possédais un château viticole classé, compléta-t-elle avec une douceur mortelle. Que j'étais devenue l'une des vigneronnes les plus prometteuses de Saint-Émilion ?
Que mon vin serait en compétition directe avec le vôtre dans tous les restaurants étoilés de France? Non, bien sûr, vous ne le saviez pas. Comment l'auriez-vous pu? Vous étiez trop occupé à me juger sur mon apparence pour vous intéresser à ce que j'étais vraiment. Le silence qui tomba sur leur petite section du salon fut assourdissant. Les gens des stands voisins tendaient l'oreille, sentant le drame. Mathilde de Valmont, cette femme qui avait traité Céleste comme une moins-que-rien, était maintenant aussi rigide qu'une statue de sel. Édouard posa son verre, les mains tremblantes. Céleste, ce qui s'est passé, j'étais un imbécile. J'étais sous pression. Ma famille, les attentes, je ne pensais pas vraiment ce que j'ai dit. Tu dois me croire. Vraiment? La voix de Céleste était du velours glacé. Alors quand tu as dit devant 150 personnes que j'étais trop lourde, trop encombrante pour porter le nom de Valmont, tu ne le pensais pas? Quand tu m'as traité comme un objet défectueux qu'on retourne au magasin, ce n'était pas sincère? Comme c'est rassurant. Des larmes, de vraies larmes, pas le crocodile patricien qu'elle avait vu tant de fois, coulaient maintenant sur les joues d'Édouard. Je me suis trompée. J'ai tout gâché. Tu as toujours été extraordinaire. Belle, intelligente, talentueuse. J'étais aveuglée par la superficialité, par les opinions des autres. Je le regrette tous les jours. Céleste le regarda longuement, ce regard qu'elle avait tant aimé et qu'il avait tant laissé. Elle aurait pu le détruire davantage. Elle aurait pu révéler que le domaine de Valmont traversait des difficultés financières, elle l'avait appris par ses nouveaux contacts dans l'industrie. Elle aurait pu mentionner que plusieurs importateurs l'avaient approché pour remplacer les Valmont dans leur portfolio. Elle aurait pu être cruelle, vengeresse, impitoyable. Mais Céleste Moreau n'était pas Édouard de Valmont. Elle n'était pas Mathilde, ou Amélie, ou ces gens qui trouvaient du plaisir dans l'humiliation d'autrui. Édouard, dit-elle finalement, sa voix plus douce mais toujours ferme, je ne te souhaite à de mal. Vraiment. Mais je ne te dois rien, ni mon pardon, ni mon temps, ni mon attention. Tu as fait ton choix ce jour-là au château. Tu as choisi l'apparence sur la substance, le jugement sur l'amour, la lâcheté sur le courage. Maintenant, vis avec. Elle se tourna vers Mathilde. Madame de Valmont, merci d'être passée. Je vous souhaite le meilleur pour votre domaine. La concurrence nous rend tout meilleur, n'est-ce pas? Mathilde, pour la première fois depuis que Céleste la connaissait, baissa les yeux. Mademoiselle Moreau, je vous prie d'accepter mes excuses pour la façon dont nous vous avons traité. C'était indigne. Céleste acquiesça simplement. Les excuses sont notées, madame. Puis, se tournant vers un groupe d'importateurs américains qui attendaient, messieurs, bienvenue. Laissez-moi vous présenter notre cuvée spéciale. Édouard resta encore quelques secondes, pathétique dans son costume Armani qui semblait maintenant trop grand pour lui, comme si l'humilité l'avait physiquement diminué. Puis il s'éloigna, suivi de sa mère et de son oncle, trois silhouettes défaites avalées par la foule de Vinexpo. Le magazine, la revue du vin de France, publia un long article sur Céleste Moreau, la nouvelle étoile montante de Saint-Émilion. La photo en couverture la montrait debout dans ses vignes au coucher du soleil, vêtue simplement d'un jean et d'une chemise blanche, les cheveux lâchés, le sourire lumineux. Le titre, La Renaissance de Château-Beaumont, quand le talent triomphe. L'article mentionnait son parcours, sans s'appesantir sur le scandale du mariage, juste une allusion discrète à des épreuves personnelles qui ont forgé sa détermination. Il louait son approche innovante de la viticulture, son respect des traditions combinées à des techniques modernes, sa générosité. Elle avait créé une fondation pour aider les jeunes femmes des milieux modestes à se former au métier du vin. Céleste, installée dans son bureau au mur l'enrissé du château, lut l'article avec Sophie, venue passer le week-end. Tu es devenue une célébrité, taquina son amie. Je suis devenue moi-même, corrigea Céleste. C'est encore mieux. Elle ne revit jamais Édouard. Elle entendit, par les ragots inévitables du microcosme viticole, qu'il avait épousé Constance de Beaulieu, une blonde insipide et anorexique qui correspondait parfaitement aux critères de Mathilde. Le mariage, selon les Échos, était malheureux. Édouard buvait trop. Le domaine de Valmont perdait des parts de marché. Céleste n'en tira aucune joie particulière. La vengeance, réalisa-t-elle, n'était pas dans la chute de l'autre, mais dans sa propre élévation. Chaque bouteille de Château-Beaumont vendue dans un restaurant étoilé, chaque récompense internationale, chaque jeune vigneronne qu'elle mentora,
chaque sourire sincère qu'elle échangeait avec ses employés devenus amis, c'était ça, sa vengeance. Vivre bien. Vivre pleinement. Vivre authentiquement. Par une chaude soirée d'août, alors que les cigales chantaient dans les pins parasols et que l'odeur de la lavande flottait depuis les jardins à la française qu'elle avait restaurés, Céleste s'assit sur la terrasse de pierre avec un verre de son propre vin. Le soleil couchant enrasait les vignes d'or liquide. Elle leva son verre vers le ciel, vers Marguerite Beaumont qu'elle n'avait presque pas connue mais qui lui avait offert bien plus qu'une fortune, une seconde chance, une renaissance, une justice poétique. « Merci », murmura-t-elle. « Pour m'avoir vu quand personne d'autre ne le faisait. » Et dans ce moment, seule mais jamais moins solitaire, riche mais pas définie par sa richesse, transformée mais toujours elle-même, Céleste Moreau comprit la plus grande leçon de toutes, personne ne pouvait lui donner sa valeur. Elle l'avait toujours eue. Il avait juste fallu qu'elle la reconnaisse. La petite fille de Lormont que la haute société bordelaise avait voulu briser n'existait plus. À sa place se tenait une femme accomplie, respectée, aimée, non pour son corps, mais pour son esprit, son cœur, et le vin remarquable qu'elle créait. Et ça, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Fin.